Et voilà, ça a marché, ça débute. Du coup, bonsoir Clément, bonsoir à tous. Sommes heureux de recevoir en visio ce soir Clément Caudron pour un séminaire conférence dans le groupe local des Shifters de Tours, Indre-et-Loire. Du coup, Clément, je vais couper le micro, je te laisse la parole et puis n'hésite pas à te présenter. À tout à l'heure pour les questions. Super, bonsoir à tous. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien les planches? Parfait. Super. Déjà, un grand merci aux Shifters de Tours pour leur invitation. Un grand merci à vous. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Et donc, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Clément Caudron, je suis ingénieur dans l'industrie et je suis aussi essayiste conférencier. Donc, j'ai écrit 4 ouvrages. Et le dernier en date, qui est sorti l'an dernier, s'appelle « Il est urgent de ralentir » et traite des enjeux énergie-climat. Et donc c'est bien de ça dont il va être question ce soir, puisque le thème de la conférence est « Transition écologique ou décroissance, pourquoi il ne faut pas choisir ?» Et donc la thèse que je vais défendre, c'est que effectivement, il y a 2 façons d'aborder les enjeux énergie-climat. Par ce qu'on appelle la transition, au sens classique du terme, ou par ce qu'on appelle la décroissance, terme évidemment clivant et objet de tous les tabous et tous les fantasmes, suivant les cas. Et moi, ma thèse, c'est qu'il ne faut pas choisir entre les deux et qu'il faut faire les deux à fond, compte tenu de l'urgence et de l'ampleur du problème auquel on fait face. Et donc, le sommaire de ma présentation de ce soir va être assez simple, va être assez sommaire, c'est le cas de le dire. D'abord, je vais revenir sur le constat, mais j'imagine que si vous faites partie des shifters, vous êtes déjà un petit peu sensibilisé à la question, donc je serai assez rapide sur cette partie. Et ensuite, je vais explorer chacune des 2 grandes branches qui permettent de répondre à la question, à savoir la transition, donc au sens classique du terme, et la décroissance. Et on va voir en quoi elles s'opposent, en quoi elles se complètent, en quoi voilà. Et on va voir les intérêts de l'une et de l'autre, jusqu'où l'une et l'autre peuvent aller, et aussi quelles sont leurs limites. Donc voilà le programme des réjouissances. Et donc on va commencer par poser les choses proprement, en bon ingénieur, et on va commencer par le constat. Le constat, je vais aller assez vite parce qu'il ne va pas vous surprendre. On a un problème, alors on a un ensemble de problèmes écologiques majeurs aujourd'hui, mais le problème numéro 1, si on devait les lister, tourne quand même autour des énergies fossiles. Pourquoi? Parce que donc, ces énergies fossiles, elles sont omniprésentes. Une bonne partie de notre civilisation industrielle repose dessus. Pour ceux qui ont les ordres de grandeur en tête, voilà, c'est à peu près 80%, du mix énergétique mondial. Et c'est aussi les 2 tiers du mix énergétique français. Souvent, on a en tête que la France est assez décarbonée. Le mix électrique français est très décarboné, on y reviendra, mais par contre, le mix énergétique en général, lui, est très carboné. On dépend beaucoup du pétrole et du gaz. Donc ces énergies fossiles, elles sont omniprésentes, et le problème, en fait, il est double, ce qu'on appelle la double contrainte carbone. Premier problème, ces énergies fossiles, quand on les brûle, ça émet des gaz à effet de serre et ça dérègle le climat. Donc la combustion des énergies fossiles, c'est vraiment le gros morceau en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près 70%. Le reste étant la déforestation, l'agriculture et quelques autres causes. Mais en chiffre rond, c'est ça, c'est 70% du problème climatique. Et d'ailleurs, je ne vais pas m'attarder sur le reste, mais ça pose aussi des problèmes de pollution de l'air au niveau local, qui sont à l'origine de plusieurs millions de morts par an, pardon, ce qui n'est pas un détail. Donc, ces énergies fossiles sont polluantes, dérèglent le climat, mais il y a un deuxième problème, c'est le fait qu'elles risquent à manquer. Elles risquent de manquer dans un futur relativement proche, puisque d'après les prospectivistes, un pic pétrolier et un pic gazier sont à craindre pour la décennie à venir. Alors, il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus, évidemment, personne n'a de boule de cristal, mais enfin, voilà, on sent bien que l'approvisionnement en pétrole et en gaz pourrait bien se tendre. Et à ce problème géologique, s'ajoute un problème géostratégique pour les gens qui, comme nous, n'ont pas de pétrole et de gaz dans leur sous-sol, ou très peu. Et donc, on a une très forte dépendance européenne et française aux importations de pétrole et de gaz. Ce qui est une mauvaise chose quand on se
fâche avec les gens qui nous exportent le pétrole et le gaz en question. Et puis, au-delà des tensions qu'on peut avoir en termes physiques sur les approvisionnements, on peut aussi avoir un problème économique et social en raison de la volatilité des prix. C'est-à-dire que si vous avez les bonnes quantités mais à des prix délirants, vous allez avoir un grave problème si toute votre économie dépend de ces énergies-là. Donc face à cette double contrainte carbone, il faut décarboner, à la fois pour diminuer donc nos émissions de gaz à effet de serre et notre dépendance à des énergies fossiles qui s'épuisent. Et pour ça, donc, il y a deux grandes façons de faire. Soit vous dites, on va baisser ce qu'on appelle l'intensité carbone de notre économie, c'est-à-dire de dire que pour chaque point de produit intérieur brut qu'on produit, on va faire en sorte d'avoir besoin de consommer de moins en moins d'énergie fossile, d'émettre de moins en moins de CO2. Et souvent, quand on parle de transition au sens classique du terme, c'est ça qu'on entend par là. En tout cas, moi, c'est dans ce sens-là que je l'utiliserai ce soir. Et puis l'autre grande approche, c'est de dire, non, on va baisser en volume le PIB, on va baisser la quantité de biens et de services produits et consommés. Et là, c'est ce qu'on appelle la décroissance. Certains appellent ça la sobriété. Moi, vous verrez que j'en décline une version particulière que j'appelle la décélération. Mais voilà, c'est l'idée de diminuer les volumes. Et évidemment, ces deux approches ont a priori aucune raison d'être exclusives l'une de l'autre. On peut très bien faire l'un et l'autre. Ou on peut très bien défendre l'idée que l'une serait la solution miracle et que l'autre serait une arnaque. Enfin voilà, on trouve un peu tous les types de positions dans le débat public. Et c'est justement ça que je vais essayer d'éclairer, de dire jusqu'où on peut aller dans la transition. Ça sera ma partie suivante. Et puis ensuite, jusqu'où on peut aller par la décroissance. Sachant que le but du jeu, à l'arrivée, c'est de décarboner. Donc décarboner totalement notre économie. Et donc décarboner totalement, ça veut dire des émissions nettes nulles. Alors classiquement, on retient l'objectif d'émissions nettes nulles à l'horizon de 2050. Les émissions nettes, c'est quoi? C'est les émissions brutes, c'est-à-dire ce qu'on émet, moins les puits de carbone, c'est-à-dire ce qu'on absorbe. Voilà, donc la différence des deux, c'est les émissions nettes, et le but est que ce truc-là soit nul en 2050, c'est-à-dire qu'on n'émette pas plus que ce qu'on arrive à réabsorber derrière via les puits de carbone. Et bon, déjà à ce stade, une petite précision importante, c'est que arriver à net zéro émission en 2050, c'est une condition absolument nécessaire, mais c'est pas suffisant parce que ce qui compte, c'est le cumul des émissions. Le cumul des émissions année après année, c'est bien ça qui détermine ce qu'on envoie comme quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et ce qu'on a consommé comme quantité totale de ressources fossiles. Et donc, c'est ça qui compte. Et donc, pour prendre un cas caricatural, si on faisait rien du tout jusqu'au 31 décembre 2049 et que le 1er janvier 2050, on n'émette plus rien, on aurait quand même émis, au passage, pendant 3 décennies, une quantité absolument colossale de gaz à effet de serre et on n'aurait pas réglé grand-chose. Donc voilà, je vais raisonner là, sur cet objectif à 2050. Et il faut bien garder en tête que ce qui compte, c'est la trajectoire, pas juste le point d'arrivée. Donc, le premier grand mode d'action pour essayer de traiter la question, c'est ce qu'on appelle classiquement la transition. Et la transition, on peut le décliner avec ce petit schéma, on peut la décliner avec ce petit schéma. Donc, je l'ai dit, le but, c'est de baisser les émissions nettes. Et donc, pour ça, on peut d'une part baisser les émissions brutes, et en même temps, on peut essayer d'augmenter les puits de carbone, pour que l'un et l'autre se rejoignent et qu'on atteigne donc la neutralité carbone. Donc, baisser les émissions brutes, évidemment, je vais le détailler après, mais pour vous donner la vue d'ensemble, on a 3 grands leviers. On a l'efficacité énergétique, donc faire la même chose en consommant moins d'énergie, globalement. Et ensuite, on a essayé de décarboner l'énergie qu'on utilise, soit en ayant recours à la biomasse, soit en électrifiant les usages, et évidemment en les électrifiant avec une électricité bas carbone, donc soit renouvelable, soit nucléaire, soit les deux. Donc ça, c'est pour baisser nos émissions. Et en parallèle, on peut augmenter les puits de carbone, soit les puits naturels, typiquement en essayant de reforester par exemple, soit les puits artificiels, via d'autres techniques dont je dirai un mot tout à l'heure. Donc ça, c'est la photo d'ensemble. Pour l'instant, je dis juste ce qui est logiquement possible, dans le principe, je ne dis pas encore quel degré de crédibilité j'accorde à telle ou telle branche du schéma.
Bon, et là-dedans, il y a aussi quand même une question très importante, c'est sur quel périmètre on raisonne. Donc là, je ne l'ai pas précisé, mais tout ce que je vais dire ce soir, ça sera dans le cas français. Évidemment, on pourrait faire l'exercice dans chaque pays les enjeux ne seraient pas les mêmes. On pourrait faire l'exercice au niveau mondial et ce serait encore un peu différent. Le cas français est assez spécifique parce que son mix électrique est assez atypique. Donc il faut garder ça en tête. Tout ce que je vais dire ce soir n'est pas directement extrapolable à l'échelle européenne et mondiale. Euh, Même si les grandes tendances seraient quand même assez similaires. Mais voilà, ce soir, on parle uniquement du cas français. Et donc, bah voilà, une fois qu'on a défini ça, il faut quand même se fixer un périmètre. Et là, déjà, il peut y avoir un autre point de débat, c'est que la stratégie nationale bas carbone, donc c'est-à-dire c'est la stratégie mise en œuvre par le gouvernement, euh, elle résonne en émissions territoriales, c'est-à-dire elle s'intéresse à ce qui est émis sur le territoire français, ce qui est un choix possible. Un autre choix possible serait de raisonner en empreinte carbone, c'est-à-dire de dire voilà toutes les émissions relatives à ce qu'a consommé la population française. Alors vous allez me dire c'est pareil, non c'est pas pareil, puisque dans le deuxième cas, on compte toutes les importations. Dans le premier cas, on ne compte pas les importations. Par contre, on compte les exportations, ce qu'on produit en France et qu'on exporte à l'étranger. Donc c'est deux comptabilités assez différentes. Et il se trouve qu'en France, ces dernières décennies, on importe beaucoup, on n'a pas une balance commerciale terrible, et on importe beaucoup depuis des pays au mix énergétique très carboné. Et donc, en fait, si on raisonnait en empreinte carbone au lieu de raisonner en émissions territoriales, eh ben, le résultat serait bien pire. Donc, en choisissant de ne s'intéresser qu'aux émissions territoriales, déjà, il y a quand même un gros biais. Et puis, il y a d'autres biais. Bon, là, je ne suis pas exhaustif, hein, mais c'est des exemples mais quand même marquants. La SNBC, donc la stratégie française, dans le domaine aérien, elle intègre uniquement les liaisons aériennes domestiques. Elle n'intègre pas les vols internationaux. Même chose pour tout ce qui est maritime, d'ailleurs. Les liaisons maritimes internationales ne sont pas intégrées. Donc il y a un premier sujet là-dessus. Et ensuite, bon, si on admet ce périmètre et qu'on décline les différentes branches de mon petit schéma de tout à l'heure, et qu'on commence par s'intéresser aux puits de carbone. Les puits de carbone, finalement, ce qu'on arrive à faire sur les puits de carbone, c'est ça qui va déterminer l'ampleur de ce qu'on doit faire sur les émissions brutes pour atteindre la neutralité carbone. Donc pour fixer les ordres de grandeur, aujourd'hui, la France, elle émet à peu près 400 mégatonnes de CO2 par an. 400 mégatonnes équivalent CO2, pardon. Et ce qui est supposé dans la stratégie nationale bas carbone, c'est qu'on arrive à avoir des puits de carbone jusqu'à 80 mégatonnes. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait baisser nos émissions de 400 à 80 mégas pour finalement ne pas émettre plus que ce qu'on réabsorbe. Et c'est ça qui fixe l'ampleur de la division, de la réduction des émissions brutes qu'on doit atteindre. Parce que si au lieu de 80, je disais, je sais pas, je vais réussir à absorber que 8, il faudrait plus que je divise par 5, comme c'est le cas dans la stratégie actuelle, mais par 50. Ou à l'inverse, si je dis, non, mes puits de carbone, je vais les déployer jusqu'à faire 400 mégatonnes de puits de carbone, là, j'ai rien à faire, je peux déjà tout réabsorber. Donc c'est quand même très très important cette histoire, à quel point on peut réabsorber, parce que c'est ça qui drive l'effort qu'on doit faire en termes de réduction des émissions brutes. Dans la stratégie française, on part du principe qu'on arrivera à faire 80 sur les puits de carbone. Mais ça, c'est très optimiste comme hypothèse. Ça a été analysé notamment par France Stratégie, qui est un institut qui dépend du Premier ministre, donc c'est pas, ils sont relativement, ils sont pas spécialement opposés à la politique gouvernementale par principe, mais ils ont fait un rapport sur la biomasse et sur les puits de carbone, et qui dit attention, parce que là, on considère qu'on arrivera à avoir des puits de carbone 2 fois plus importants en 2050 qu'aujourd'hui. Des puits de carbone naturels. C'est-à-dire qu'on va réussir à développer les forêts ou l'agroforesterie de manière très significative, et on arrivera donc à faire 2 fois plus de puits de carbone naturels en 2050 qu'aujourd'hui. Et en plus de ça, il suppose qu'on arrivera à avoir des puits de carbone artificiels. Donc ça, c'est typiquement par des technologies qu'on appelle de la capture et séquestration de carbone. Alors c'est des technologies qui sur le principe peuvent s'entendre, mais qui restent à développer, qui n'ont pas du tout démontré leur maturité à grande échelle aujourd'hui. Donc c'est ça qui est supposé aujourd'hui, et c'est très optimiste. Et malheureusement, les dernières tendances vont
pas du tout dans le bon sens, puisqu'il y a des analyses récentes qui ont montré que les puits, forestiers, donc les puits de carbone, que représentent les forêts, avaient plutôt tendance à fortement diminuer là dans les dernières estimations. Pourquoi? Bah, notamment à cause du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous misez sur un essor massif des forêts, mais qu'en même temps les forêts sont mises à mal par les sécheresses, par les canicules, par les incendies, ben, effectivement, vos puits forestiers, vous n'êtes pas sûr de pouvoir compter dessus. Donc voilà, donc déjà sur les puits de carbone, attention, faut pas être trop optimiste. Et on voit bien que si les puits de carbone, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, bah, il faut réduire d'autant plus les émissions brutes. Donc justement, pour réduire les émissions brutes, l'hypothèse qui est prise dans la stratégie nationale bas carbone et qui est reprise derrière, par exemple, dans les rapports RTE. Donc RTE, vous savez, c'est l'entreprise publique qui gère le réseau de transport d'électricité. Et ils ont fait des rapports qui font un peu référence, qui s'appellent Futur énergétique 2050, qui sont sortis en 2021, dont je vais pas mal parler ce soir, parce que c'est vraiment un travail hyper intéressant. Donc eux, ils reprennent les hypothèses de la stratégie française et ils disent, voilà, ce qui est supposé dans la stratégie française, c'est qu'on arrive à réduire notre consommation d'énergie de 40%. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise fortement l'efficacité énergétique. Parce que dans la stratégie nationale bas carbone, il ne s'agit pas de décroissance. On dit non, le PIB continue à croître, mais on arrive à découpler, comme on dit, c'est-à-dire que le PIB croît, mais par contre, la consommation énergétique, elle, décroît. Et décroît très fortement, puisque donc, ce qui suppose, c'est qu'on arrive à faire diminuer ça de 40% en 30 ans. Et RTE commente ce choix en disant, bah, attention, parce que c'est très fort comme ambition, c'est très optimiste, et si on arrivait à faire ça, ça nous ramènerait à notre consommation énergétique des années 60. Donc ça suppose de sacrés progrès en termes d'efficacité énergétique. Alors efficacité énergétique, hein, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est typiquement, on améliore les appareils électroménagers, on améliore l'efficacité des moteurs, on isole thermiquement les bâtiments, c'est tout ce genre de choses-là. Bon, pour arriver à gagner 40%, voilà, c'est ambitieux. Donc on était ambitieux sur les puits de carbone, on est ambitieux aussi sur l'efficacité énergétique. Bon, et à la fin, même si on réduit notre consommation d'énergie de 40%, en admettant qu'on y arrive, ça fait encore un sacré paquet d'énergie, et il va bien falloir décarboner cette énergie qu'on consomme toujours. Et donc là, il y a deux grands moyens. Il y a la biomasse et il y a l'électrification. Alors la biomasse, en fait, c'est plusieurs choses. La biomasse, c'est effectivement, on peut la décomposer en trois. Vous avez la biomasse solide, donc typiquement le bois énergie, quand vous faites brûler du bois dans votre poêle à bois ou dans votre cheminée. Vous avez la biomasse liquide, ça c'est les biocarburants, que vous pouvez mettre par exemple dans votre voiture si elle est adaptée. Et vous avez la biomasse gazeuse, donc le biogaz, qui lui permet d'alimenter certains bus par exemple, qui pourraient alimenter certaines centrales électriques à gaz demain, ou certaines chaudières à gaz, etc. Donc la biomasse, alors évidemment la biomasse quand on la brûle, ça émet du CO2. Mais comme pour se former, elle a capturé du CO2 par photosynthèse, on considère qu'au global, le bilan est neutre. Que quand on utilise ça pour produire de l'énergie, on ne fait que renvoyer dans l'atmosphère du CO2 qu'on en a extrait, et donc finalement le bilan est neutre. Alors évidemment, ça n'est vrai qu'en première approximation, parce que le bilan de toute la filière derrière n'est pas complètement neutre. Évidemment qu'il faut cultiver les surfaces en question, récupérer la biomasse, la transformer, etc. Et tout ça demande de l'énergie. Mais voilà, au premier ordre, c'est quand même très intéressant. Mais par contre, le potentiel est limité, parce qu'évidemment, il est limité spatialement. On n'a pas des surfaces infinies à notre disposition, et il faut bien qu'on consacre une part significative de ces surfaces à l'alimentation. C'est compliqué d'aller récupérer des surfaces supplémentaires
parce qu'il faudrait vraisemblablement déforester pour ça, et c'est pas une bonne idée d'un point de vue climatique et d'un point de vue biodiversité. Donc nos surfaces sont limitées, on est limité spatialement et on est limité aussi temporellement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté de la biomasse, elle ne va pas repousser instantanément. Donc voilà, donc les gisements sont limités. Aujourd'hui, on utilise à peu près, enfin, en tout cas en termes de biomasse agricole, on utilise une quarantaine de térawattheures, juste pour donner un ordre de grandeur. Ce dont on a besoin dans la stratégie nationale bas carbone, c'est 250 TWh. Bon, aujourd'hui, on utilise 40. Et France Stratégie, toujours, dans son rapport sur la biomasse, dit on pourrait sûrement monter jusqu'à 120, ça c'est le potentiel maximum, mais 250, ça paraît très optimiste. Donc là aussi, il y a un autre souci, il y a encore un souci, c'est qu'on est très optimiste aussi sur l'usage de la biomasse en tant qu'énergie. Bon, et donc, on en arrive au dernier grand levier, dans le cadre de la transition, à savoir l'électrification. Donc ça, c'est souvent ça qui vient en tête en premier, hein, plus que les leviers que j'ai abordés avant. Et effectivement, il se trouve que l'électrification va faire une bonne partie du boulot. Donc l'électrification, c'est quoi? C'est typiquement dans les transports, au lieu d'avoir des voitures thermiques, vous avez des voitures électriques ou des métros. Au lieu de faire de la longue distance en avion, vous la faites en train. Dans le chauffage, c'est remplacer les chaudières à fioul ou au gaz par des pompes à chaleur électriques. Dans l'industrie, même chose, c'est électrifier les procédés. Donc tout ça, évidemment, ça va demander beaucoup d'électricité. Ce qui fait que même si notre consommation énergétique diminue fortement, notre consommation électrique, elle, par contre, augmente. Et donc, forcément, l'électricité va représenter une part beaucoup plus importante du mix énergétique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 20-25%, quelque chose comme ça. En 2050, ce serait plutôt plus de 50% dans les scénarios RTE. Et donc, cette production électrique et cette consommation électrique, elle augmente. RTE dit, voilà, par rapport à l'électricité qu'on produit aujourd'hui, là, il faudrait produire un tiers d'électricité en plus, ou 35% en plus, en 2050, si on veut arriver à électrifier tout ça. Et encore, ils arrivent à ce chiffre en ayant été optimistes, donc, enfin plutôt en reprenant les hypothèses optimistes de la stratégie nationale bas carbone sur les puits de carbone, l'efficacité et la biomasse. Si vous prenez des hypothèses moins optimistes, pour tenir votre cible de neutralité carbone, il faut être encore plus ambitieux et électrifier encore plus pour compenser ce qui n'aurait pas été fait par les autres leviers. Donc, voilà, l'électrification, ça c'est, quoi qu'il en soit, un gros morceau de la démarche. Mais là aussi, aucune solution n'est miraculeuse, donc là aussi, ça a des limites. Bon, déjà, c'est pas toujours possible d'électrifier les usages. La voiture électrique, ça existe. L'avion électrique, c'est plus compliqué déjà. Alors, il peut y avoir des petits avions, Solar Impulse ou des choses comme ça, mais l'avion de ligne long courrier électrique, c'est pas demain la veille, parce que les batteries sont bien trop lourdes. Donc, c'est totalement rédhibitoire. En tout cas, en l'état actuel des technologies, et ça devrait rester rédhibitoire encore un bon bout de temps. Donc, électrifier n'est pas toujours possible technologiquement. Ensuite, électrifier, ça demande du temps. C'est-à-dire que même quand la technologie existe, il faut le temps qu'elle se diffuse. Typiquement, renouveler le parc automobile, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut que le temps que les voitures arrivent en fin de vie, que les gens en rachètent. Donc même si demain matin, vous mettez en vente que des voitures électriques, on en est très loin aujourd'hui, mais imaginons, il va falloir, je ne sais pas, 10-15 ans pour renouveler tout le parc. Donc ça met du temps à se diffuser, la technologie. Et puis, l'électrification, elle permet certes de décarboner, mais elle va demander aussi à consommer d'autres ressources, notamment des métaux. Et donc là, alors là, il y a des études assez contradictoires ou assez différentes sur le sujet, de ce que j'ai pu lire, mais vous avez certaines sources qui disent que si vous électrifiez massivement sans toucher à la mobilité individuelle telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire vous remplacez les voitures un pour un thermique vers électrique, vous consommez en gros une bonne partie des réserves de cuivre et de cobalt à l'horizon 2050. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une vraie limite. Bien sûr, si on recycle, si on fait de la sobriété, etc., là c'est autre chose. Mais ça veut dire que si on ne se pose pas de questions et qu'on dit juste on va tout électrifier sans faire attention à rien, il va y avoir un vrai sujet du côté de la demande en métaux. Et puis électrifier demande, et là c'est vraiment le scoop de la soirée,
de l'électricité. Donc là, vous ne serez pas venu pour rien. Électrifier demande de l'électricité et évidemment, pour que l'électrification ait un intérêt, cette électricité doit être bas carbone. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Elle doit être bas carbone et elle doit être abondante. C'est-à-dire qu'on doit en avoir suffisamment pour électrifier tout ce qu'on a envie d'électrifier. Et ça, des moyens de production électrique bas carbone, il n'y en a pas 50, il y en a deux. Il y a les énergies renouvelables et il y a le nucléaire. Et donc là, j'ouvre un des grands débats, nucléaire versus renouvelable. Donc allons-y. Et on va commencer par le renouvelable. Alors quand je dis le renouvelable, là je vais me limiter un petit peu au solaire et à l'éolien. Mais bon, les énergies renouvelables électriques, c'est d'autres choses, hein. Vous avez aussi la bioélectricité, produisez de l'électricité à partir de la biomasse, mais ça quelque part j'en ai déjà parlé. Vous avez aussi l'hydroélectricité. Ça c'est quand même, c'est pas rien, parce que c'est une dizaine de pourcents dans le mix électrique français. Mais en fait, j'en parle pas trop parce que les gisements en la matière sont saturés, en fait. C'est-à-dire vous avez un nombre limité d'endroits où vous pouvez installer des barrages, concrètement, et on n'est pas loin d'avoir utilisé à peu près tout notre potentiel au niveau français. Donc l'hydroélectricité, c'est pas mal parce que c'est renouvelable et pilotable, mais malheureusement, on ne peut pas en faire autant qu'on veut, d'un point de vue géographique. Et donc, là, je vais quand même surtout parler du photovoltaïque d'une part et de l'éolien d'autre part. Donc là, évidemment, un des grands débats, c'est est-ce qu'on peut tout faire? Est-ce que toute l'électricité bas carbone, on peut l'obtenir que par du renouvelable? Bon, pour l'instant, personne n'a jamais réussi à faire ça. Il y a des pays ou des régions du monde qui sont assez avancés dans le domaine. Bon, l'Allemagne, par exemple, c'est une bonne trentaine de pourcents de leur mix électrique, qui est solaire et éolien. Mais voilà, c'est que 30%, c'est quand même très loin des 100, et il y a un backup fossile, charbon et gaz, qui permet de pallier l'intermittence. Bon, ceci dit, c'est pas parce qu'on n'a pas encore réussi à le faire que c'est infaisable. Il y a de plus en plus de scénarios assez crédibles qui sortent et qui montrent que ce serait possible. Bon, évidemment, il y a les scénarios ADEME, Négawatt, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais les scénarios RTE, c'est quand même la référence en la matière. Vous avez 3 scénarios sur 6 qui supposent qu'on tend vers le 100% ENR, à plus ou moins long terme. Dont un scénario qui suppose qu'on arrive à le faire dès 2050. On sort du nucléaire en 2050 et on n'a plus que du renouvelable. Alors évidemment, ça pose toute une série de questions, et RTE souligne même qu'il y a un certain nombre de paris qui sont pris dans ces scénarios. Notamment en termes de moyens de flexibilité, on joue sur toute une série de moyens, des steps, des batteries, etc. Enfin, je ne détaille pas, mais on suppose notamment qu'on aura moyen de stocker l'électricité grâce à de l'hydrogène, de faire ce qu'on appelle du power to gas to power. Et là, ça suppose un stockage massif dont on n'a pas vraiment démontré qu'on savait le faire à ce stade. On n'a pas non plus démontré qu'on aurait la place pour stocker tout cet hydrogène, qui ne peut stocker que dans des endroits bien particuliers. Donc bon, il y a quand même un premier sujet là-dessus, et plus généralement sur la gestion de la flexibilité. Mais enfin, c'est pas quelque chose qui paraît infaisable dans le principe, hein, parce que quand bien même on n'aurait pas d'hydrogène, on pourrait toujours gérer l'intermittence en utilisant des centrales à gaz qui fonctionnent au biogaz, ou même qui fonctionnent au gaz tout court, si elles sont utilisées que quelques heures dans l'année pour passer les pics. En fait, quand on fait les calculs, on se rend compte que ce ne serait pas forcément aussi rédhibitoire que ça. Donc il faut gérer les flexibilités, c'est un énorme sujet, mais ça paraît pas indépassable. Bon, par contre, un autre gros défi, c'est la vitesse de déploiement. C'est-à-dire que le rythme auquel vous devez déployer du renouvelable pour arriver à tout faire par ce seul moyen, il est juste vertigineux en fait. Dans le scénario donc, qui suppose une sortie du nucléaire en 2050, ce que RTE dit clairement, c'est que le rythme que vous devez atteindre en termes de développement des énergies renouvelables, ça dépasse les performances cumulées des meilleurs élèves de la classe au niveau européen, à savoir l'Allemagne sur le renouvelable terrestre
et l'Angleterre, enfin, le Royaume-Uni, sur l'éolien en mer. Donc ça veut dire que vous arrivez à faire mieux que les meilleurs pendant 30 ans. Donc c'est quand même, alors c'est jamais impossible, hein, si on s'y met à fond par une politique très volontariste, c'est peut-être faisable, mais c'est quand même un sacré pari de tout miser là-dessus. Et donc, moi, et alors là, ça n'engage que moi, mais pour moi, c'est quand même ce qui ressort de ces rapports. Il est moins risqué de dire qu'on va en plus faire du nucléaire, parce que ça permet d'avoir des rythmes de déploiement du renouvelable moins importants, et donc un petit peu plus réalistes. Très important quand même, mais un petit peu plus réaliste. Et donc, certains pourraient dire, bah, très bien, mais en fait, allons-y, pourquoi on s'embête avec le renouvelable? On pourrait même tout faire par du nucléaire, tant qu'à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le nucléaire, c'est quand même une bonne partie de notre mix, hein. C'est quand même 70% du mix électrique français. Voilà, et le reste, c'est à peu près 10% de barrages, 10% d'éolien solaire, et le reste, c'est la biomasse et un peu de gaz, si j'arrondis. Donc c'est énorme. Et le problème, c'est qu'on est menacé par ce qu'on appelle l'effet falaise. C'est-à-dire que la plupart des centrales nucléaires en France, en fait, elles ont été construites dans les années 80-90. Pourquoi? Parce que ça a été une réaction au choc pétrolier, hein, de 73 et 79. Donc en réaction à ça, on a voulu se décarboner pour limiter notre dépendance aux importations de pétrole. Et donc on a construit un parc nucléaire, très rapidement d'ailleurs. C'est une prouesse industrielle assez incroyable. Le problème, c'est qu'à un moment, on s'est arrêté de construire des centrales nucléaires. Je vais mettre de côté le PR de Flamanville, mais en gros, depuis la fin des années 90, on n'a plus construit de nouvelles centrales. Ce qui fait que là, une centrale nucléaire, en fait, ça a une durée de vie initiale d'environ 40 ans. Et donc là, toutes les centrales arrivent progressivement en fin de vie et vont arriver en fin de vie à des intervalles assez rapprochés. Et c'est ça qu'on appelle l'effet falaise. Alors évidemment, c'est pas une fatalité. Pourquoi? Parce que déjà, les 40 ans, c'est qu'une durée de vie initiale, mais en fait, on peut prolonger cette durée de vie. Hein, le grand carénage permettrait de prolonger à 50 ans. On peut même imaginer de prolonger jusqu'à 60 ans. Aux États-Unis, alors c'est un peu particulier, mais eux sont même allés jusqu'à autoriser des prolongations qui vont au-delà, jusqu'à 80 ans. Alors, aucune centrale n'a encore vécu jusqu'à 80 ans, mais ils se le sont autorisés. On verra ce que ça donne. D'ailleurs, je crois qu'ils sont en partie revenus dessus. Enfin, le sujet n'est pas évident, mais voilà. Les 40 ans, c'est pas une butée indépassable. On peut faire mieux. Mais encore faut-il que ça soit dans des bonnes conditions de sécurité, que l'autorité de sûreté nucléaire soit d'accord, etc. Donc ça, c'est l'idée de prolonger le nucléaire historique le plus possible. Et en parallèle de ça, on peut lancer du nouveau nucléaire. Donc là, c'est typiquement les EPR2, donc les successeurs de l'EPR de Flamanville. Les EPR2, voilà, l'idée, on peut très bien se dire, on y va à fond, on construit plein d'EPR2. Et on peut aussi envisager de construire des SMR, donc c'est Small Modular Reactor, c'est des petits réacteurs nucléaires, un petit peu plus. Le fait qu'ils soient plus petits peut rendre plus facile les investissements et faciliter un petit peu leur déploiement. Donc on peut faire pas mal de choses. Mais ce que nous dit RTE, c'est oui, mais vous avez beau faire tout ça, en prenant les estimations les plus optimistes de la filière nucléaire elle-même, vous ne ferez pas mieux que 50% du mix électrique français en 2050 par du nucléaire. C'est le scénario le plus nucléarisé de RTE, et il dit voilà, 50% maximum. Dit autrement, même dans le scénario de RTE le plus nucléarisé, vous avez besoin de 50% de renouvelables pour faire 100%. Voilà, donc il y a de toute façon, de même que autant le tout renouvelable peut paraître risqué, on peut en discuter, mais autant le tout nucléaire, c'est sûr que c'est impossible. Il aurait peut-être été possible de faire plus de nucléaire que ça si on avait pris la décision plus tôt. Là, on est victime du fait qu'on a arrêté de faire du nucléaire pendant un bout de temps. Si on n'avait jamais arrêté, les choses seraient différentes. Mais en repartant du point qui est le nôtre aujourd'hui, malheureusement, on aura du mal à faire mieux que ça. Et puis, il y a au passage un petit sujet éventuel en termes de ressources en uranium. Parce que certes, le nucléaire est bas carbone, mais le nucléaire n'est pas renouvelable pour autant. Il consomme des ressources, de l'uranium, qui sont en quantité finie dans les sous-sols. Alors aujourd'hui, c'est pas du tout un sujet parce qu'on en a pour 150 ans au rythme de
de consommation actuelle, pardon. Par contre, si tout le monde se mettait à imiter le modèle français et à avoir 70% pardon, de nucléaire dans son mix électrique, là, je peux vous dire que les réserves fondraient très très vite. Mais d'un autre côté, il y a aussi le fait que ces réserves sont peut-être imparfaitement connues. Parce que quelque part, vu qu'il n'y a pas de souci là-dessus pour l'instant, on n'en cherche pas trop. Et donc ça se trouve, si on cherchait plus, on trouverait plus aussi. Ce qui est différent du cas du pétrole, où là, on cherche beaucoup partout, et il commence vraiment à y en avoir de moins en moins. Voilà. Donc, mais pour revenir sur la question de la vitesse de déploiement, parce que ça, c'est quand même le cœur de l'affaire pour moi, dans le scénario le plus nucléarisé, donc celui où on arrive à faire quand même, à maintenir la part du nucléaire à 50% du mix, ça, ça nécessite des conditions extrêmement optimistes. Parce que ça nécessite déjà d'arriver à prolonger jusqu'à 60 ans la plupart des réacteurs actuels, et même d'en prolonger certains au-delà de 60 ans. Et ça, il faut que l'autorité de sûreté nucléaire soit d'accord. C'est pas du tout certain que ça soit possible. Et en parallèle de ça, donc ça c'est l'aspect on prolonge le nucléaire historique, hein, comme je vous disais. Et l'autre aspect, c'est on met en service du nouveau nucléaire. Donc, je vous ai dit, EPR2, les successeurs de l'EPR, de Flamanville, là il faudrait en faire 14. D'après les projections, on commencerait à en construire à partir de 2035, et puis jusqu'en 2050. Mais 14 EPR2, sachant qu'on n'a toujours pas réussi à faire fonctionner l'EPR1 de Flamanville, qui est un chantier qui a 10 ans de retard, c'est optimiste. Moi, je souhaite sincèrement qu'on y arrive, mais voilà, c'est absolument pas certain. Et puis, quant au SMR, donc les Small Modular Reactors, les petits réacteurs, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'existe que sur papier. Donc, à voir si ça se développera bien, mais voilà, là encore, c'est un pari ambitieux. Alors, donc ça, c'est ce que disent les scénarios RTE, qui sont un peu, on va dire, c'est un peu le consensus de la communauté technique là-dessus. Mais la communauté technique, elle n'est pas homogène, elle n'est pas unanime là-dessus. Donc, il y a des gens qui sont plus pro-nucléaire que ça, et qui disent, non, mais RTE est trop pessimiste, en fait, on pourrait faire plus, et on pourrait monter à plus que 50% de nucléaire dans le mix électrique. Donc, par exemple, c'est ce que dit les Voix du nucléaire, donc, qui est une association pro-nucléaire, comme son nom l'indique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même chez eux, parce qu'ils ont fait leur propre scénario aussi, qui s'appelle TerraWater, en fait, même chez les Voix du nucléaire, ils ont besoin de beaucoup de renouvelables. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont d'accord avec ce que dit RTE sur le fait que les EPR2, c'est pas pour demain. RTE dit c'est pour 2035. Les Voix du nucléaire, ils sont même un peu moins optimistes qu'RTE, d'ailleurs, c'est intéressant. Ils disent, ouais, ça sera pas avant plutôt début des années 2040. Donc, d'ici là, il faut bien qu'on arrive à produire plus d'électricité décarbonée pour pouvoir électrifier tous les usages. Et si on ne peut pas le faire par du nouveau nucléaire, parce qu'il n'arrive pas tout de suite, il faut le faire par du renouvelable. Et donc, dans leur scénario, alors là, c'est un peu petit, je ne sais pas si vous voyez, mais dans leur scénario, ils supposent une forte croissance de la production solaire, de la production éolienne, terrestre et en mer. Alors après, une fois que le nouveau nucléaire est lancé, eux, ils supposent qu'au bout d'un moment, on se repose à nouveau beaucoup sur le nucléaire et que petit à petit, on renouvelle plus les capacités renouvelables et la part du renouvelable baisse à nouveau. Mais ils ont besoin, sur une phase transitoire, de faire beaucoup de renouvelables. Et on a un peu le symétrique de ça, en fait, chez les pro-renouvelables. Donc par exemple, Négawatt. Donc Négawatt, ils sont clairement sur une ligne anti-nucléaire, pro-renouvelable. Et eux, ils sont pour la sortie du nucléaire. Ils sont pour la sortie du nucléaire, et autant RTE dit, au mieux, on pourrait sortir du nucléaire en 2050. Ça va être compliqué de faire mieux. C'est le scénario avec le plus de renouvelables. Négawatt dit, non, on pourrait faire encore mieux, on pourrait sortir dès 2045. Bon, ils vont un cran plus loin que RTE dans leurs hypothèses sur le renouvelable. Mais attention, 2045, c'est pas demain. Ça veut dire que même Négawatt suppose que pendant une grosse vingtaine d'années, on a encore du nucléaire. On a encore du nucléaire historique qu'on prolonge quand même
qu'on prolonge un peu parce que, on peut développer le renouvelable, on peut pas le développer aussi vite qu'on veut et donc quelque part, on est obligé de miser encore un peu sur le nucléaire, voilà, quasiment jusqu'à la moitié du siècle. Donc voilà, donc au final, moi, mon message là pour clore cette partie sur la transition proprement dite, mon message, c'est qu'il faut, rien négliger. Il peut y avoir des divergences de point de vue, on vient de le voir, et elles sont légitimes, mais il faut rien négliger, c'est-à-dire que la transition, il faut la pousser aussi loin et aussi vite que possible. Et pour faire ça, et pour minimiser les risques, il faut utiliser tous les leviers qu'on a à fond. Il faut faire autant de puits de carbone que possible, euh, parce que plus on fait de puits de carbone, moins on a besoin de baisser nos émissions brutes. Il faut faire le plus d'efficacité énergétique possible, parce que moins on consomme d'énergie, bah, moins il y a d'énergie à décarboner à l'arrivée. Il faut utiliser le plus possible la biomasse pour limiter le besoin d'électrification. Il faut électrifier le plus possible en faisant le plus possible de renouvelables, le plus possible de nucléaire. Il faut tout faire à fond, parce que chacun de ces leviers, on l'a vu, il est intrinsèquement limité. Et donc, on ne peut pas en attendre autant qu'on veut. Et donc, si on commence en plus à s'interdire certains leviers, là, c'est ma position personnelle, hein, mais si on commence à dire, bon, non, non, pas de biomasse ou pas de renouvelable ou pas de nucléaire, bon, clairement, l'équation va devenir, qui est déjà très compliquée, va commencer à devenir quasi impossible. Bon, maintenant, la question, c'est est-ce que si on fait tous ces leviers à fond, dans le cadre de la transition, est-ce que ça suffit excusez-moi. Eh ben, c'est pas évident du tout. Parce qu'on l'a dit, si on écoute la stratégie française de transition, c'est-à-dire la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, donc, elle nous dit oui, on a une stratégie et on arrive à être neutre en carbone en 2050, tout en ayant de la croissance économique. Donc en gros, ils s'en sortent que par de la transition. Mais avec quelles hypothèses? En mettant de côté toutes les importations, en mettant de côté les vols internationaux et les liaisons maritimes internationales, en faisant preuve d'un optimisme très très élevé en matière de puits de carbone, en matière d'efficacité énergétique, en matière de biomasse. Même comme ça, il y a besoin d'une électrification très très forte, qui est un énorme défi, et ça demande un déploiement très très massif du renouvelable et ou du nucléaire, qui chacun soulève d'énormes paris et d'énormes défis. Donc ok, il y a un plan, c'est un scénario sur le papier, la probabilité qu'il puisse se réaliser en l'état me paraît douteuse. Ça me paraît quand même assez incertain. Et donc s'interdire par principe d'avoir recours à l'autre grand levier qui est la décroissance me paraît dommage. Et donc c'est cet autre grand levier qu'on va maintenant aborder. Hop là. L'autre grand levier, l'autre grand ensemble de leviers, c'est la décroissance. Et donc, contrairement à la transition, qui est limitée à plein de niveaux, on a envie de se dire la décroissance, il y a plein de limites qui sautent en fait quand on s'autorise la décroissance. Parce que, oui c'est ça, j'avais passé un slide. La transition, elle est limitée à plein de niveaux, on l'a vu, elle est limitée techniquement, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à tout faire technologiquement. Elle est limitée d'un point de vue matériel, c'est-à-dire que des fois vous arrivez à décarboner, mais ça vous consomme des ressources en métaux ou en uranium qui sont également limitées. Vous êtes limité en surface au sol, donc typiquement vous ne pouvez pas faire autant de biomasse que vous voulez, et temporellement, la transition écologique met du temps à se mettre en place parce que la technique met du temps à se déployer. Avec de la décroissance, finalement, vous n'avez pas ces problèmes-là. En fait, avec de la décroissance, quelque part, vous pouvez arbitrairement décider de diminuer le PIB d'autant que vous voulez du jour au lendemain. Vous n'êtes pas limité en amplitude, vous n'êtes pas limité en vitesse. Typiquement, c'est ce qui a été fait pendant le Covid. Je prends un exemple extrême, bien sûr, mais pendant le Covid, confinement, vous avez la production industrielle qui a baissé de moitié, quasiment du jour au lendemain. Après, quelles sont les conséquences sociales et économiques de tout ça? Ça, c'est une autre affaire, je vais en parler après. Mais techniquement, vous n'avez aucune limite. Vous n'avez pas à réfléchir au rythme de déploiement comme vous avez avec le renouvelable, le nucléaire ou que sais-je. Et autre avantage, c'est que la décroissance, elle diminue simultanément tous les impacts en termes écologiques et en termes de consommation de ressources. Encore une fois, expérience de pensée, mais si on dit
hop, du jour au lendemain, on divise par 2 le PIB, bah, grosso modo, toutes choses égales par ailleurs, vous allez non seulement émettre 2 fois moins de CO2, mais aussi consommer, bah, 2 fois moins de métaux, 2 fois moins d'uranium, 2 fois moins de tout. Et émettre 2 fois moins de tous les polluants. Toutes choses égales par ailleurs. Donc vous n'avez pas cet effet de report vers d'autres types de problèmes, comme vous pouvez l'avoir avec la transition. Et puis il n'y a pas non plus l'incertitude liée aux technologies qu'on peut avoir dans le cadre de la transition. Dans le cadre de la transition, bah, vous savez les technologies que vous avez aujourd'hui, mais vous ne savez pas les technologies que vous aurez demain, donc vous pouvez faire certains paris, mais ça reste des paris. Au niveau des croissances, quelque part, si vous décidez de diviser le PIB par 2, bah, vous divisez le PIB par 2. Il n'y a pas d'incertitude technique ou industrielle. Il peut y avoir des incertitudes politiques ou sociales très fortes liées à ce type de stratégie, mais ce n'est pas du même ressort. Donc la décroissance, on peut se dire, bah, elle a plein d'avantages, et elle n'est pas limitée comme l'est la transition. Mais évidemment, par contre, si ok, elle n'est pas limitée techniquement ou industriellement, mais par contre, les questions qui viennent tout de suite à l'esprit, c'est si on diminue fortement le PIB, quels vont être les impacts, pardon, en termes de pauvreté? Parce que si le niveau de vie de la population s'écroule et que tout le monde est dans la misère, bah, on aura peut-être progressé dans la bonne direction au niveau écologique, mais par contre, ça sera une catastrophe sociale. Donc c'est quand même pas le but. Même chose, si on dit bah, le PIB est divisé par 2, donc bah, le nombre d'emplois est divisé par 2 et le chômage explose, ça ne sera pas une réussite non plus. Et puis pareil en termes de bien-être. Alors, si en termes de confort matériel et de bien-être en général, le bien-être de la population s'écroule, ça ne sera pas une franche réussite. Donc là, il faut quand même étudier tout ça d'un peu plus près et voir si c'est des vraies limites ou s'il n'y a pas moyen de les atténuer un petit peu en gérant ça d'une manière appropriée. Donc déjà, bon, il faut préciser là de quelle décroissance on parle. Parce que, bon, on peut mettre plein de choses derrière ça. Moi, je vais proposer ici une modalité particulière de décroissance. J'appelle ça la décélération. Donc, quand je parlerai de décélération, je parlerai bien de ce type de décroissance-là. Parce qu'on pourrait en imaginer d'autres. Donc moi, déjà, la décroissance que j'imagine, il faut tout de suite commencer par dire qu'elle ne concerne que les pays riches. On ne va évidemment pas demander de la décroissance à un pays du tiers-monde qui connaît la famine, les épidémies, le manque d'eau, le sous-développement, qui n'a pas de système éducatif ou de santé digne de ce nom. Un pays comme ça a plutôt besoin de croissance, et pas de décroissance. Donc là, on parle des pays riches. Ensuite, cette décroissance, au sein des pays riches, elle ne doit pas se faire au détriment des plus pauvres. Parce qu'on a beau être dans un pays riche, on a quand même un taux de pauvreté qui est très élevé. On a une grande partie de la population qui est en souffrance, d'un point de vue social et économique. Et donc, on ne peut pas demander les mêmes efforts à tout le monde. Sachant qu'il y a d'énormes inégalités et que donc, à l'autre bout de l'échelle, il y a des gens qui, par contre, vivent très, très, très confortablement. Donc, ça veut dire que la contraction de la demande que va opérer la décroissance, ça doit être une contraction sélective. On en demande beaucoup plus aux riches et on en demande beaucoup moins aux pauvres. Normal. Sinon, ça sera inacceptable socialement et donc politiquement. Et donc, ça ne se fera pas. Mais il faudra aussi une contraction sélective du côté de l'offre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réduire toutes les productions de la même manière. Si on dit on divise le PIB par 2, bah, ce n'est pas forcément 2 fois moins de tout. Évidemment que ça ne doit pas se faire au détriment des secteurs essentiels. Donc ça, c'est ce que je dis juste après. Il y a des secteurs qui vont être préservés de la décélération. Je veux dire, évidemment qu'on ne parle pas de faire décroître les transports en commun, le train, le vélo. Évidemment qu'on ne parle pas non plus de faire décroître tout ce qui est utile pour la transition. Parce que là, je zoome sur la décroissance, mais en parallèle se passe la transition. Et qu'il ne s'agit pas de faire décroître la production renouvelable ou nucléaire. Au contraire, il faut les faire croître. Donc bien sûr qu'il y a des secteurs qui seront préservés. Et puis pareil, les grands services publics indispensables, on ne va pas faire décroître l'éducation, la santé, ou même faire décroître la justice ou la police. Après, tout peut se débattre cas par cas, mais enfin, voilà, on imagine bien qu'il y a des secteurs qui vont être sanctuarisés et préservés de la décélération, voire même certains secteurs qui vont croître, même dans un contexte global de décroissance. Et à l'inverse, il y a des secteurs qui vont être ciblés plus que la moyenne, évidemment. Les industries pétrolières et gazières, le but final, c'est qu'elles mettent la clé sous la porte, enfin, sous leur forme actuelle, très clairement.
en accompagnant ça socialement, et cetera, évidemment. Mais je veux dire, donc là, c'est des industries qui vont décroître beaucoup plus que la moyenne. Et on pourrait dire la même chose sur des industries qui paraissent un petit peu moins vitales. Voilà, par exemple, le luxe, la mode, la pub, la finance. Bon, on pourrait se dire que ça peut décroître un petit peu plus que la moyenne, voire qu'on pourrait aller jusqu'à supprimer totalement certains secteurs. Et puis même chose pour d'autres secteurs, bon, très carbonés, par exemple l'automobile, en tout cas l'automobile thermique et l'aéronautique, qui est difficilement décarbonable. C'est des secteurs qui vont devoir décroître très fortement, sûrement plus que la moyenne. Voilà, donc pour revenir à ma planche précédente, il y a une sélectivité au niveau de la demande. Toutes les consommations ne vont pas décroître pareil. On va sauvegarder la consommation des plus pauvres et faire peser plus d'efforts sur les plus riches. Mais c'est pareil au niveau de la production, au niveau de l'offre. Certains secteurs essentiels, on les préserve, et puis d'autres, bah, on va les faire décroître plus que la moyenne. Et puis tout ça, évidemment, pour que ça se fasse, il faut que ça soit démocratiquement acceptable. L'idée est évidemment pas de basculer dans une dictature verte ou que sais-je, où on imposerait de force la décroissance à tout le monde. Ça serait tout simplement déjà absolument pas souhaitable et en plus pas possible, pas durable. Voilà. Donc le but, c'est évidemment que ça soit politiquement souhaitable. Bon, et voilà. Donc moi, ce que je dis, c'est que quand on coche toutes ces cases, on parle de décélération. Et la question maintenant, qui est quantitative, c'est quelle est la réduction du PIB qu'on peut envisager en respectant ces conditions. Donc dit autrement, dans un pays riche comme la France, sans toucher aux classes populaires, sans toucher au secteur essentiel, et dans un cadre démocratiquement acceptable, de combien on peut réduire le PIB? Est-ce qu'on peut le diviser par 10, par 2? Est-ce qu'on peut le réduire de 5%? Donc, et là, il faut calculer. Et évidemment, il y a plein de façons de faire le calcul. Donc là, je propose une méthode, sûrement très critiquable et très contestable, mais au moins ça permet de lancer le débat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tests. Je vais me dire, bah tiens, je vais me fixer un premier niveau de décroissance. Je vais réduire de X% le PIB en 2050 par rapport à 2020. Et je considère que je fais ça en préservant le niveau de vie des 50% les plus pauvres. Donc les 50% les plus pauvres, malgré une décroissance globale de X% du PIB, eux, leur niveau de vie ne décroît pas. Les 40% suivants, donc en gros les classes moyennes, eux, leur niveau de vie va décroître comme la moyenne, c'est-à-dire que si le PIB se réduit de X%, les classes moyennes, leur niveau de vie est réduit de X%. Et puis les plus riches, donc les 10% les plus riches, eux, ils vont faire variable d'ajustement, c'est-à-dire qu'on va diminuer d'autant qu'il faut pour qu'au global, le PIB complet soit réduit de X%. Voilà, bon, c'est une méthode comme une autre, mais ça permet de préserver les plus pauvres, et ça permet aussi de faire quelque chose de démocratiquement acceptable, plus qu'une moitié de la population n'y perd pas, et donc quelque part a intérêt, ou en tout cas n'a pas de raison de voter contre ça. Donc la question, c'est ensuite de quelle distribution des revenus on part aujourd'hui. Alors là, il y a plusieurs façons de faire le calcul. Moi, dans mon livre, je parlais des revenus primaires, c'est-à-dire avant la redistribution, avant les impôts, avant les allocations, etc. Bon, c'est une façon de faire le calcul. Là, je parle plutôt des revenus, enfin, des niveaux de vie après redistribution. Bon, voilà. Je m'appuie sur les chiffres de l'INSEE. Et donc, la répartition des niveaux de vie aujourd'hui, elle est assez inégalitaire. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans les... Donc, la petite barre à gauche, c'est la moitié la plus pauvre de la population. Donc on dit c'est tout ce qui est en dessous du 5e décile. On dit comme ça en statistique. Donc les 50% les plus pauvres de la population, en moyenne, leur niveau de vie, c'est 1 246 € par mois. Aujourd'hui. Si vous êtes, on va dire, dans les classes moyennes, c'est-à-dire les 40% qui suivent, c'est environ à 2 300 € par mois. Et si vous êtes dans les 10% les plus riches, vous êtes à 5 000 € par mois. En moyenne, évidemment, parce qu'au sein des 10% les plus riches, il y a encore d'énormes inégalités. Et le niveau de vie moyen de la population, c'est une moyenne de tout ça, c'est 2 000 € à peu près. Maintenant, vous dites, ok, très bien, on fait de la décroissance là-dessus. Et on commence en se disant, on va faire une décroissance de 10%. Et donc, le niveau de vie des plus pauvres, j'y touche pas. Le niveau de vie des classes moyennes, je le baisse de 10%.
Et le niveau de vie des plus riches, je le baisse de ce qu'il faut pour que le compte y soit au global. Bon, si je fais 10%, c'est pas encore trop méchant, ça passe, on a encore des inégalités même assez importantes. Évidemment, plus je durcis le ton, c'est-à-dire si je passe ensuite à une décélération de 20%, puis de 25%, puis de 30%, là on voit qu'au fur et à mesure, je suis obligé de réduire toujours plus les inégalités parce que la taille totale du gâteau diminue, et en même temps, je ne veux pas toucher à la part des plus pauvres. Et donc, au bout d'un moment, je réduis tellement la part des plus riches qu'au final, tout le monde finit par gagner à peu près pareil. Vous voyez, là, si j'ai décéléré, si j'ai fait une décroissance de 30%, bah, voilà, vous gagnez 1246 si vous êtes dans la moitié la plus pauvre. Dans les classes moyennes, 1600. Les plus riches, 1700. Bon, on est sur un niveau d'inégalité très, très réduit par rapport à aujourd'hui. Donc, avec cette méthode, on se rend compte que bien sûr qu'on peut jouer sur les inégalités, qui sont aujourd'hui énormes, pour amortir la décroissance. Mais on ne peut pas le faire non plus arbitrairement. On ne peut pas le faire autant qu'on veut. Et il y a un moment où on rencontre un peu une limite où finalement tout le monde gagne pareil. Et après, si on veut aller plus loin, bon, déjà on bascule dans un égalitarisme absolu, ce qui peut quand même faire débat d'un point de vue philosophique. Est-ce que vraiment il faut que tout le monde gagne exactement pareil, qu'il y ait beaucoup moins d'inégalités, d'accord, mais que tout le monde gagne exactement pareil, tout le monde sera peut-être pas d'accord avec ça. Et puis après, si on veut aller au-delà, il faut baisser le niveau de vie de tout le monde, même des plus pauvres. Donc là, ça devient très compliqué socialement. Et au bout d'un moment, vous aurez une majorité de la population qui sera de toute façon contre, quelle que soit la façon dont on lui présente, et ça sera incompatible avec la démocratie. Donc, voilà, moi j'ai l'impression, alors c'est des calculs de coin de table, et ça n'inclut que le niveau de vie des ménages, donc il faudra aussi prendre en compte les revenus, les profits des entreprises, etc. Enfin, faudrait compléter le calcul. Mais voilà, ça donne un peu une idée de ce qu'on pourrait attendre au maximum comme décroissance. Alors là, j'ai dit j'amortis la décroissance en réduisant les inégalités. J'ai pas dit comment je réduisais les inégalités. D'un point de vue économique, il y aurait plusieurs façons de faire. Bon, ce soir, je ne vais pas parler beaucoup d'économie de manière très détaillée, donc je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, on pourrait le faire de plusieurs façons, typiquement par la fiscalité. On pourrait redistribuer les revenus par la fiscalité. On pourrait jouer sur les cotisations. On pourrait indexer les bas salaires sur l'inflation et pas les plus hauts revenus. Bon voilà, on pourrait augmenter la part du travail dans la répartition de la valeur ajoutée au détriment de la part du capital. Les revenus du capital, les dividendes, etc., c'est plutôt quelque chose qui alimente les revenus des plus riches. Donc si on bouge ce curseur-là, quelque part, on réduit les inégalités. Voilà. Il y aurait plusieurs façons de faire. Toujours est-il qu'on a là une stratégie qui permet de préserver les plus pauvres et en même temps de faire quand même une dose significative de décroissance. Parce que moins 30%, c'est quand même pas rien. Alors on peut imaginer ça sur 30 ans. Hein. Encore une fois, l'objectif c'est 2050, donc on peut imaginer qu'on fait par exemple moins 1% par an. Voilà. Pas obligé de faire moins 30% d'un coup du jour au lendemain, évidemment. Donc ça, c'est ce qu'on peut répondre sur la partie pauvreté. On voit qu'on a une marge de manœuvre par la réduction des inégalités, mais cette marge de manœuvre est loin d'être infinie. Après, il y a la question de l'emploi. Alors, sur la question de l'emploi, finalement, on se dit, oui, mais si on baisse le PIB, on va baisser le nombre d'emplois, il y aura du chômage. En fait, c'est pas évident parce que le PIB, quelque part, c'est le produit de trois choses. C'est combien de personnes travaillent, combien de temps en moyenne chaque personne travaille, et combien elle produit en moyenne par heure travaillée. Donc le nombre d'emplois, le temps de travail, la productivité horaire. Si vous multipliez les trois, quelque part, vous avez la production nationale totale par an. C'est assez logique. Mais du coup, si vous diminuez cette production nationale totale, vous n'êtes pas obligé de diminuer le nombre d'emplois. Vous pouvez aussi jouer sur les autres facteurs. Et donc typiquement, vous pouvez dire, je mets de côté la productivité pour l'instant, vous pouvez dire, si je baisse mon PIB, moi je veux garder le même nombre d'emplois, je baisse le temps de travail. Dans les mêmes proportions que le PIB. Si je baisse le PIB par exemple de 30%, mon temps de travail, je le baisse aussi de 30% et je ne détruis pas d'emplois. Juste, chacun travaille 30% moins, mais voilà, on ne détruit pas d'emplois, on garde le même nombre d'emplois.
Et même, on pourrait aller plus loin, on pourrait dire: «Bah oui, mais aujourd'hui, il y a quand même du chômage, donc le but n'est pas juste de préserver l'emploi, mais même de créer des emplois». Bah, qu'à cela ne tienne, on pourrait très bien dire: «Bah, je baisse le PIB de 30 mais je baisse le temps de travail de plus de 30 Comme ça, non seulement ça amortit la décroissance, mais en plus, ça libère même du temps de travail pour ceux qui aujourd'hui ne travaillent pas, et donc ça crée des emplois. Bon, alors, réduire le temps de travail, là aussi, je n'avais pas dit comment je faisais, donc comment on pourrait faire? Bah, vous pouvez réduire le temps de travail, à l'échelle de la semaine, typiquement la semaine de 4 jours. Vous pouvez réduire le temps de travail dans l'année, en donnant des semaines de congés payés supplémentaires, par exemple. Bah, voilà, aujourd'hui, on a les 5 semaines de congés payés traditionnellement, bah, vous pourriez aller sur une 6e ou une 7e semaine de congés payés. Et puis dans la vie, à l'échelle de la vie, donc là, c'est la question du départ à la retraite. Vous pourriez partir plus tôt à la retraite. Alors évidemment, c'est pas la tendance de ces dernières années, ça ne vous a pas échappé. On a plutôt tendance à avoir des débats sur le recul de l'âge, enfin des débats et des réformes sur le recul de l'âge de départ à la retraite, mais on pourrait très bien dire: «Bah non, on part à la retraite plus tôt», et donc c'est une autre façon de réduire le temps de travail. Évidemment, ces façons ne sont pas exclusives les unes des autres, on peut faire un peu de tout ça. Et donc par exemple, réduire le temps de si je dis: «Je réduis le PIB de 30 et je veux pas détruire d'emplois, donc je réduis aussi le temps de travail de 30 typiquement, ça pourrait correspondre à peu près une semaine de 30 heures. Aujourd'hui, les gens travaillent à peu près 40 heures en moyenne. Voilà, ils travailleraient plus de 30 heures en moyenne, et ils auraient 4 semaines de congés payés supplémentaires par an. Donc voilà, les gens auraient plus de temps libre, mais voilà, on ne serait pas non plus dans une situation où plus personne travaillerait. C'est pas quelque chose de complètement inimaginable. Et alors tout ça, évidemment, vous allez me dire: «Ouais, mais attends, là, tu as laissé de côté la productivité. Tu as considéré que la productivité, elle bougeait pas». Alors, bon, c'est un peu la tendance qui se profile quand on regarde les données statistiques. C'est-à-dire que si vous regardez, la petite courbe que j'affiche, c'est les hausses de productivité par an. Dans les 30 glorieuses, voilà, dans les 3 décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez des fortes hausses de productivité chaque année. Il pouvait y avoir 5-6 de hausse de productivité par an. Mais on voit bien que ces hausses de productivité ont été de plus en plus faibles. C'est-à-dire que la productivité augmente toujours, mais de moins en moins. Et ça commence, un peu à stagner, et donc on pourrait dire, bon, bah, voilà, on va vers une productivité qui stagne, qui bouge plus, donc considérer une productivité constante quelque part, c'est peut-être pas, délirant comme hypothèse. Mais là, certains pourraient répondre: «Attention, c'est pas vrai, parce que là, tu nous parles de la décroissance, mais en parallèle, il y a la transition. La transition, c'est moins d'énergie fossile, et moins d'énergie fossile, ça veut dire qu'on va baisser en productivité». Donc ça, typiquement, c'est quelque chose qui peut être dit, par exemple, par Jean Covici ou par Dominique Méda, de dire: «Bah, voilà, la productivité va baisser parce qu'on va se passer des énergies fossiles, qui font qu'on est très productif, et donc en fait, il faudra travailler plus et pas moins». Ou plutôt, si on baisse le PIB, bah, en fait, comme en parallèle la productivité diminue, bah, quelque part, le temps de travail et le nombre d'emplois, ils vont pas bouger. Donc tant mieux d'un côté parce qu'on détruit pas d'emplois, mais d'un autre côté, on travaille pas moins non plus. Bon, alors tout ça, ça peut se débattre, hein, parce que dire moins d'énergie fossile, c'est une baisse de la productivité, c'est pas du tout évident en fait. Le fait qu'un système basé sur de l'électrification, du nucléaire et du renouvelable soit moins productif qu'un système fossile, c'est pas évident. Jean Covici, il dit, par exemple, dans la BD Le Monde sans fin, il dit, voilà, les taux de retour énergétiques, sur une économie qui serait basée foncièrement sur du renouvelable, ils seraient beaucoup moins bons qu'avec le fossile. Heu, bon, c'est quelque chose qui a été assez largement débunké, notamment par une très bonne vidéo du Réveilleur là-dessus, qui dit, au vu de la littérature scientifique, c'est pas vrai du tout cette histoire. Donc là, c'est sur le taux de retour énergétique, je détaille pas, c'est une notion un peu différente. Mais de même qu'il n'est pas démontré que un moindre recours aux énergies fossiles se traduirait par un moindre taux de retour énergétique, une moindre efficacité, on va dire, de l'économie dans son ensemble,
du système énergétique en tout cas, de la même manière, c'est pas du tout évident que ça ferait baisser la productivité. Certains le disent, je sais pas quels sont les travaux empiriques là-dessus, mais pour moi, il y a rien d'évident en tout cas. Heu et quand bien même ce serait le cas, ça pourrait être compensé par d'autres choses. Parce que si vous réduisez le temps de travail, les gens vont aussi être plus efficaces par heure travaillée. Ils seront mieux reposés, ils seront plus efficaces. Donc à ce niveau-là, ils seront plus productifs, toutes choses égales par ailleurs. Autre chose qui va dans le même sens, heu, si on dit qu'on veut relocaliser des choses, on veut par exemple relocaliser une partie de notre industrie qui s'est beaucoup délocalisée ces dernières décennies. Bah, l'industrie, c'est des secteurs à forte productivité, plus que les services. Et donc si la part de l'industrie dans l'économie française, augmente, ça veut dire que la part de secteurs fortement productifs augmente et quelque part, peut-être que la productivité globale de l'économie française va être tirée vers le haut. Donc même si le moindre recours aux énergies fossiles faisait baisser la productivité, est-ce que par ailleurs on n'y regagnerait pas par la relocalisation et par la baisse du temps de travail? Je sais pas, peut-être que ça se compenserait à l'arrivée. Là encore, personne n'a boule de cristal, mais c'est pas évident. Hem et puis, on peut même aller plus loin, il y en a qui iraient plus loin en disant: «Mais non, en fait, de même que l'automatisation, de l'industrie et avant elle la mécanisation dans les transports avait, boosté, la productivité dans ces secteurs, bah, demain, c'est le tertiaire qui va avoir sa productivité boostée parce qu'on est en plein boom de l'intelligence artificielle. Donc il y a des métiers très qualifiés, qui n'étaient pas automatisables, qui le deviennent en partie et donc le gain de productivité va être énorme. Voilà, c'est aussi une position qui peut être défendue. Je ne dis pas que c'est la mienne, c'est aussi une position qui peut être défendue. Auquel cas, bah, là, on a une productivité qui augmenterait. Et alors là, si vous avez un PIB qui diminue, donc moins de richesse à produire et une productivité qui augmente, c'est-à-dire que vous avez besoin de moins de temps pour produire cette richesse, bah, là, vous avez intérêt à baisser beaucoup le temps de travail, sinon vous allez détruire des emplois. Mais on peut le voir comme une bonne nouvelle, on va dire: «Bah, tant mieux, on va travailler encore moins». Voilà, donc c'est pas simple ces histoires de productivité, il y a moyen d'en débattre, mais voilà ce qu'on quelques éléments de réflexion qu'on peut avoir là-dessus. Voilà. Et par ailleurs, et ce sera le dernier aspect parce que je vois que le temps file, hem, bon, on a parlé de la décroissance, heu, des effets que pourrait avoir la décroissance sur la pauvreté et la réponse c'était: on réduit les inégalités. On a parlé des effets que la décroissance pouvait avoir sur l'emploi et la réponse c'était: on réduit le temps de travail. Mais il y a un troisième aspect, c'est le bien-être. Parce qu'on peut se dire: ben oui, mais on est quand même bien content d'avoir tout ce confort matériel, ça nous rend quand même ça contribue à notre bonheur. Est-ce que la décroissance ne rendrait pas malheureux?» Et alors là, bon, je vais vite, mais il y a quand même un certain nombre de données qui permettent d'invalider ça. D'abord des données historiques. Par exemple, aux États-Unis, le bonheur de la population a été évalué. Alors, évidemment, c'est subjectif, mais quand même, il y a des séries statistiques qui existent là-dessus. Et on se rend compte que globalement, les évaluations de bonheur de la population américaine ne bougent pas depuis, voilà, là, ça s'étend sur les années 70 aux années 2000, là, sur la série que j'affiche. Globalement, ça bouge pas trop. C'est la courbe continue, là, sur le graphique. Alors que dans la même durée, le PIB a quasiment doublé. Donc le lien PIB bonheur sur les données historiques paraît pas complètement évident. On peut le prendre aussi sous l'angle géographique en disant, bah, je vais tracer sur un graphique le niveau de bonheur des populations de chaque pays en fonction de la richesse par habitant, du PIB par habitant. Et on se rend compte qu'on a une courbe qui a un petit peu une forme logarithmique, c'est-à-dire qu'au début ça augmente très vite, et puis ensuite de moins en moins vite. Ce qui se comprend assez bien, parce que quelque part, quand vous manquez de tout, bah, évidemment que les premiers euros ou les premiers dollars de PIB en plus par habitant vous font beaucoup de bien. Ça vous permet d'avoir accès à de l'eau, à de la nourriture, à de la santé, à de l'éducation. Mais au bout d'un moment, quand vous avez tout ce qu'il vous faut, augmenter encore votre PIB par habitant ne va pas vous rendre beaucoup plus heureux. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, ça stagne. Et si vous voyez la France, qui est située, bah, on va dire, déjà sur le plateau, on sent on pourrait diminuer assez fortement le PIB par habitant moyen avant que ça ait des conséquences significatives. Donc ça, c'est les données géographiques. Et puis il y a aussi des données psychologiques. C'est-à-dire qu'il y a aussi des sondages qui ont été faits de dire, bah, on a interrogé les gens en disant pour vous, qu'est-ce qui détermine votre bien-être ou votre bonheur? Et les gens répondent au niveau mondial, hein, ça c'est des enquêtes au niveau mondial. Certes, une partie d'entre eux répond que c'est les revenus, mais
ce qui ressort en premier, c'est les liens sociaux. Et ce qui arrive pas loin derrière, c'est la santé, l'espérance de vie en bonne santé, ou la liberté. Voilà, donc quelque part, la richesse, c'est un critère parmi d'autres. Heu et on peut se poser la question, et alors là, sous un angle très positif même, de se dire: «Mais si on est en train de parler du fait qu'on travaille, par exemple, 30 de moins, 4 semaines de congés en plus par an, des semaines de 4 jours, ou de 30 heures, bah, on aurait beaucoup plus de temps libre». Et je sais pas vous, mais moi j'aurais plein de choses à faire si j'avais beaucoup plus de temps libre. Voilà, on pourrait, voir davantage ses amis, sa famille, lire, voyager, mais évidemment bas carbone, en prenant le temps, faire du sport, faire de la musique, faire de l'associatif, tout ce que vous voulez. S'engager dans la vie démocratique, politique, pourquoi pas. Donc ça pourrait être aussi être un formidable mouvement d'épanouissement. Et on ne serait pas uniquement dans une écologie de contrainte, même s'il faut de la contrainte, il faut des règles, il faut un cadre, mais là on serait dans de l'épanouissement. Et vendre ça à la population, ou du moins à une partie de la population, heu, bon, typiquement les classes moyennes. Les classes populaires, on l'a dit, le but c'est de préserver leur niveau de vie. Et on va leur dire: «Bah, voilà, on préserve votre niveau de vie et vous allez moins travailler». A priori, elles devraient être d'accord. Les classes moyennes, typiquement je vais faire dans les clichés, mais le cadre en burn-out, à un moment, si on lui propose de travailler moins, même s'il gagne un peu moins, s'il gagne très bien sa vie, au bout d'un moment, il peut être d'accord avec ça. Donc là, c'est l'occasion aussi de vendre un discours qui est très positif. Heu et donc, à l'arrivée, on pourrait avoir un projet qui, s'il était bien présenté évidemment, est-ce que le système médiatique le présenterait bien, à la population et cetera? Bon, ça c'est autre chose. Mais on aurait un projet qui, en tout cas sur le papier, s'il était bien présenté aux gens, pourrait être à vocation majoritaire. Parce qu'on leur dirait: «Bah oui, il va y avoir de la décroissance, mais déjà d'une part, on aura fait tous les efforts possibles par la transition, pour que la décroissance soit quand même la plus faible possible. Heu, on va faire en sorte que cette décroissance, elle soit socialement soutenable en maintenant l'emploi par la réduction du temps de travail, en maintenant le niveau de vie par la réduction des inégalités et en faisant en sorte que tout ça, ça donne du temps libre à tout le monde et ça permette un épanouissement individuel et collectif». Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec ce genre de stratégie, une moitié de la population y gagne, puisque leur niveau de vie est maintenu et ils ont plus de temps libre. Et donc quelque part, une moitié de la population au moins a toutes les raisons de signer pour ça. Et les classes moyennes, ça serait un peu différent parce qu'eux gagneraient moins, mais auraient plus de temps libre. De quel côté leur cœur balancerait, bah, ça dépendrait des gens évidemment. Mais il n'est pas déraisonnable d'espérer avoir une majorité sur cette base-là. Euh, Là où si vous avez une stratégie qui bénéficie enfin, qu'à un quart de la population, bah, même si elle est bien présentée, quelque part, vous avez aucune chance que ça passe démocratiquement. Euh, bon, une fois qu'on a dit tout ça, euh, on constate quand même que la transition avait ses limites, sur lesquelles j'ai longuement insisté, mais la décélération ou la décroissance, bah, la décélération, elle a aussi ses limites. On ne peut pas faire autant de décroissance qu'on veut. On ne peut pas tout régler par ce moyen-là. Il y a des limites sociales, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas baisser autant que vous voulez le niveau de vie. Alors on peut dire, ouais, mais on réduit les inégalités, mais arithmétiquement parlant, vous ne pouvez pas réduire les inégalités autant que vous voulez. Au bout d'un moment, tout le monde gagne pareil. Et philosophiquement parlant, il y a des gens qui s'arrêteront avant ça, et qui diront, bah non, ok, on ne veut pas que les écarts de salaire, ça soit de 1 à 400, mais par contre, donc ça pourrait être beaucoup, beaucoup moins, ça pourrait être beaucoup plus égalitaire, mais de là à ce que tout le monde gagne exactement pareil, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Donc ça, c'est des limites à la décélération. Elles ne sont pas techniques, elles ne sont pas industrielles, mais elles sont politiques, sociales, morales, philosophiques. Mais elles sont tout aussi réelles. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, bah, la décélération qui, moi, me semble maximale aujourd'hui, celle qu'on peut envisager dans le meilleur des cas, c'est quelque chose comme peut-être 30% de décroissance. Alors évidemment, hein, on pourrait questionner la méthode, mais voilà, moi, c'est un ordre de grandeur quand même que je propose. Et donc 30%, bah, c'est très loin de suffire pour atteindre nos objectifs climatiques. Nos objectifs climatiques, on l'a dit, hein, dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, c'est une division par 5 des émissions, en étant très optimiste sur les puits de carbone. Donc moins 30%, ça suffit absolument pas.
Et en faisant ça, je suppose déjà une forte baisse de niveau de vie pour les classes supérieures et moyennes. Donc c'est déjà pas du tout indolore, il faut déjà arriver quand même à faire avaler ça aux gens, et on est très loin d'atteindre nos objectifs climatiques par ce seul moyen. Donc même si on est pour la décroissance, et moi c'est mon cas, la transition classique, elle reste absolument indispensable. Elle reste absolument indispensable. Bon, et derrière tout ça, il y a toute une série de questions que je ne vais pas aborder parce que j'ai dit que je ne parlerai pas beaucoup d'économie ce soir, mais il y a aussi quel modèle économique on met autour de la décroissance. Quelle économie pour la décroissance? Et donc là, bah, il y a quelques économistes qui ont travaillé sur le sujet, de plus en plus nombreux. Bon, il y a Timothée Paric qui est bien connu, mais c'est pas le seul. Je vous ai mis François Briens et Antoine Monserand qui sont très, très bons aussi sur ces questions. Je vous ai mis un certain nombre de conférences. Et sachant que la question ne se cantonne pas à ça, parce que il faudrait dire en détail comment pourrait fonctionner une économie de la décroissance. J'en parle en détail dans mon livre, c'est pas le sujet de ce soir. Il faudrait aussi dire en détail comment fonctionnerait une économie de la transition. Parce que la transition écologique, classique, c'est un énorme défi qui nécessite des mesures de politique économique particulières. C'est pas du tout évident que ça soit faisable dans le cadre du fonctionnement économique actuel. Et la décroissance, évidemment, ça suppose un changement encore plus radical. Mais donc voilà, il y a des questions foncièrement économiques, et là aussi, derrière, les questions sont aussi politiques et sociales. Et donc voilà, il y aurait aussi plein de choses à dire là-dessus, mais là, bon, on part pour une deuxième conférence. Donc voilà, donc en conclusion, mes messages principaux, c'est que si on veut décarboner vite et fort notre économie, il y a deux méthodes complémentaires, la transition et la décélération. Sur la transition, il faut y aller aussi fort et aussi vite que possible, et pour ça, il faut négliger aucun levier, il faut utiliser tous les leviers à notre disposition, renouvelables, nucléaire, efficacité, biomasse, tout, à fond. Mais même si on fait ça, comme chaque levier est limité techniquement, est limité en termes matériels, spatial, temporel, tout ce que j'ai décrit avant, il n'est pas du tout évident que la transition suffise. Ça me paraît être un pari osé que de supposer ça. Et donc je pense que la décroissance est un complément nécessaire. Mais cette décroissance, si on veut qu'elle soit acceptée, elle doit être socialement soutenable. Ça veut dire qu'on accommode les effets sur les plus pauvres par une réduction des inégalités, et ça veut dire qu'on évite de détruire de l'emploi en réduisant en parallèle le temps de travail. Et si on fait ça, moi je dis peut-être qu'une trentaine de pourcents de PIB en moins, c'est quelque chose qui peut-être est un peu la borne haute de ce qu'on peut, viser. Avec un côté très positif derrière, qui est qu'on serait dans une écologie du temps libre, qui moi, en tout cas à titre personnel, et je pense pas être le seul, me semble désirable en fait, d'un point de vue humain. Voilà. Mais, comme je le disais, ces 30%, c'est très insuffisant pour atteindre nos objectifs climatiques par ce seul moyen, par la seule décroissance. Et donc, bah, on arrive sur mon message de ce soir qui reboucle avec le titre de cette conférence, qui est que la transition et la décélération, elles sont complémentaires. Et donc, il ne faut certainement pas choisir entre l'une ou l'autre. Voilà. Et puis, il y a toute une série de questions que j'ai laissées. Là, c'est plus une ouverture pour de potentiels futurs échanges. Mais si on veut avoir une approche réellement systémique, il ne faut pas se cantonner à ce que j'ai raconté ce soir, qui était plutôt du scientifico-technique, mais il faut aller aussi sur des questions politiques, économiques. Et donc là, les questions qui vont arriver sont aussi très profondes. C'est est-ce que la transition, c'est compatible avec le mode de fonctionnement économique actuel? À savoir le néolibéralisme. C'est la variante actuelle du capitalisme qui est notre mode de fonctionnement économique. Si c'est incompatible, quelle alternative on propose au néolibéralisme? Et puis même chose, est-ce que la décroissance, c'est quelque chose qui est compatible avec le capitalisme tout court? Et si c'est incompatible, quelle alternative on propose au capitalisme? Tout en restant dans un cadre démocratique. C'est des questions gigantesques, évidemment. Et on pourrait se poser aussi la question de, est-ce que nos institutions politiques actuelles, la Ve République en France, mais au-delà de ça, l'Union européenne, le fait qu'on soit dans la mondialisation, est-ce que c'est des choses incompatibles ou pas avec la transition, avec la décélération? Il faudrait le démontrer que c'est compatible. Et si ça l'est pas, à l'inverse, il faudrait penser des alternatives à toutes ces institutions. Mais là, on est sur la question de l'alternative systémique et politique. Et c'était les sujets de mes deux premiers ouvrages, Système contre système et reconstruction. Dans mon troisième ouvrage, qui était un ouvrage collectif, je parlais de la question européenne.
on allait aussi sur des questions institutionnelles. Mais voilà, là, ça serait un petit peu long de développer tout ça, donc je vais m'arrêter là et je vais rester sur ce message-là, à savoir, qu'on a besoin de transition écologique, qu'on a besoin de décroissance et qu'il faut certainement pas opposer l'un et l'autre. Il faut certainement pas être clivant en la matière, pour le coup, et plutôt essayer de faire les 2 à fond, en étant conscient des limites, des 2 stratégies. Et je vous remercie de votre attention.